Bonjour, voici la suite de la saga de Bok, cette tradition orale conservée secrètement au sein d'une famille du sud de la Finlande et révélée publiquement à partir du 24 février 1984 par le dernier membre de la famille, Ior Bok. La vidéo d'introduction présente un bref aperçu de la ligne principale que suit le déroulement de cette histoire. Elle donne une idée de son étendue dans le temps. En effet, si elle se termine avec le dernier descendant de cette famille, Ior, elle commence avec les premiers ancêtres, fondateurs de la famille, nés bien avant l'arrivée de l'ère glaciaire, dans les temps dits mythologiques. En ce qui concerne cette époque, la saga nous parle de systèmes d'organisation de la société. Elle nous décrit un panthéon de personnages qui sont des caractères représentatifs des multiples facettes de l'humain en relation avec l'univers, la nature, l'environnement, la symbolique, les couleurs, etc. Il n'y a pas de héros, de seigneur ou autre individu ayant accompli un acte particulier. Il n'y a pas de date ni d'événement, hormis ceux de l'almanach ou du calender, qui se répètent, eux, cycle après cycle. Dans la vidéo précédente, qui s'appelle « Résumé 1 », il est question des pouvoirs respectés par le peuple païen du temps de la mythologie. Y sont présentées des figures clés de leur panthéon. Il y est décrit l'organisation d'un système de 5 classes de gens, chacune ayant son rôle tout aussi important pour le fonctionnement, l'existence, la vie de la société entière, qui est de fait, à cette époque, une seule famille, la famille. La vidéo résumé 1 introduit aussi de façon plus détaillée l'importance du langage dans une saga orale codée par un système de sons qui repose sur 3 langues, la langue Root, la langue Van, la langue anglaise. Dans le résumé 1, il a surtout été question de la langue Root. Dans cette vidéo-ci, résumé 2, on commencera par revoir les 8 caractères avec leur nom, leur titre en langue Van, et puis il sera question du système d'appréciation, de reconnaissance, d'hommage. Retournons donc en 1992, pour suivre le 2e épisode du résumé de la saga de Bok, dont le premier épisode se termine avec les titres des 8 personnages clés en langue Root. Ainsi, les Aser parlent de Gubbe ou Père et Gumma ou Ella, Bok ou Balder et Svan, Ra ou Ers et Mai, Frey et Freya. Les Vanar, eux, parlent de Ukko et Akka, les aïeux, dont le 12e fils, Lemminkainen, a 27 ans, avec Joutsen, Miss Beauté et Santé, fait 7 filles et 12 garçons. Le premier fils est appelé Sepu Ilmarinen et la première fille Maia. Il représente la lune, appelée en van Kuu. Sepu a le titre de Kuringas, Maia a le titre de Kuningatar, l'homme, Aser, et la femme, Tar étant en langue van un titre pour femme, pour toutes les femmes. Donc l'homme As et la femme Tar
seigneur de l'anneau, Ring, représentant la lune, Kuningas, Kuningatar. Le 12e fils devient le jeune Lemminkainen, uni à 27 ans à Joutsen. À ce moment-là, son père devient Ukko, aussi appelé Väinämöinen, Vinemöinen, et sa mère Akka. De même, pour les Vanner, Sampo et Ainu représentent Frey et Freya, les deux premiers humains sur Terre, jumeaux de la famille Bok, êtres modèles de perfection. Sampo est l'idéal de tout homme, toute femme étant Ainu. Sam signifie ensemble, tous ensemble, et Pu signifie le bois, signifie l'arbre, ici le chêne, Ek, symbole de l'arbre généalogique, l'arbre de la famille. Ek est aussi le nombre 1. Un seul arbre généalogique, le même arbre pour tous les humains. Nous descendons tous du sperme de Sampo, nous dit la saga. Tout le monde est relatif. Ainu vient de Aina, en langue vanne, qui signifie toujours, et le son ou qui signifie Uden. Toujours Uden, caractéristique de Freya et de toute femme dans cette mythologie, d'être le contact avec nature pour les humains, connexion qui leur permettait par la compréhension de vivre en harmonie avec Natur. Udenma, le pays du peuple As, d'où viennent information et recréation, a plusieurs appellations. Il est aussi appelé Ringrike, Rike signifiant richesse ou abondance, ou Rike, royaume en quelque sorte, le royaume de l'anneau, Ringrike. Asgord, Gord étant la cour des As, Asgord. Il est aussi appelé Es, qui est le soleil, Soul, Père, qui est Gubbe, Ukko, père de tous les humains, et Ma, qui signifie la terre. Es, Père, Ma, sperma, le pays du soleil Es, représenté par Père, qui verse le sperme créant de nouvelles vies sur la terre, Ma. Les fils sont appelés Son, comme en anglais, et les filles, Dotter, de père, sont donc des pères Son. Il semble que l'on ait oublié au sujet de père Dotter dans le dictionnaire. Issus du cercle Pi sur le pôle, ils sont appelés Pi-pôle. Origine de la vie humaine, le sperme est profondément respecté, dit la saga, car constitué par le soleil, Soul, source de toute vie sur la planète. On enlève le soleil et plus rien ne vit, plus rien n'existe. Tout élément organique étant créé par le soleil via les feuilles. Le sperme permet donc d'être père et ainsi de peupler la terre, Ma, S-per-ma. Le sperme n'est jamais jeté négligemment dans les toilettes comme aujourd'hui un Kleenex ou des draps. Il n'est mis dans une femme qu'en relation avec la création d'enfants. Il n'est jamais mis en contact avec les déjections et autres matières fécales. Sodome et Gomorrhe sont d'une autre histoire. Et si les humains s'amusent avec leur corps et échangent des sensations agréables, ce n'est jamais à sperme perdu. Contrairement à certains groupes de brahmanes ou yogis qui aujourd'hui encore répriment ce besoin naturel et luttent pour éviter toute éjaculation, les païens suivent les impulsions de la nature, respectant ses lois. Au temps païen, les enfants, de leur naissance à l'âge de 7 ans, sont avec les femmes, éduqués par les femmes. À 7 ans, les filles restent avec les femmes et suivent leur exemple, et les garçons changent à ce moment-là de côté et vont avec les hommes et suivent l'exemple de leurs aînés afin de devenir des hommes. Le 13 janvier est dans l'almanachka appelé Knut Dagen, le jour de Knut, note ou en français nœud. Ce jour-là, il est enseigné aux garçons qui ont atteint 7 ans dans l'année un asana de yoga, exercice appelé Sauna Sulmu, dans lequel ils mettent leurs pieds derrière leur tête
et ainsi dans cette position peuvent boire, leur propre sperme. Ils pratiquent tous les jours de 7 ans à la fin de leur vie cet anneau représenté par le serpent qui se mord la queue, ou den ring, exercice physique qui entretient leur souplesse, en langue route vig, leur vigueur, et crée une circulation de soul fortifiant l'organisme, du pénis à l'estomac, digéré puis drainé par le sang au cerveau, renforçant le plasma composé aussi de soul, redescendant par l'épine dorsale jusqu'aux testicules, extrait, ingéré à nouveau du sperma au plasma de l'épine à la pine, préservant ainsi le contact avec Uden. Dans cette mythologie, sperme est don de Uden, permettant à l'espèce de se reproduire. Sperme est un liquide précieux, voire sacré. Élément 5, vie ici, lié à la parole, au chant, au son, vie ça, apportant la sagesse, vis, issue du vit, du hol, i, du trou au sommet de notre i, donnant la vie. Cette eau bénite, vigvaten, eau de vie, vina ou branvin, blanche, vite, vitale, vitaminée, est appelée vin, devenu bien plus tard de l'alcool, en français vin. Vin, toujours dans les mythologies qu'on peut retrouver avec Pan Bacchus, symbole du sperme, symbole du liquide précieux de reproduction. Ainsi, Uudenmaa est aussi appelé Vinland, devenu plus tard toute la Finlande, le reste de la planète étant Rusland, le pays de la rose. De même que pour les garçons était enseigné cet exercice sauna sulmu qu'ils devaient pratiquer tous les jours, pour les filles était enseigné par les femmes, il leur était enseigné de jouer avec leur propre centre de sensibilité, avec leur propre clitoris et avec une racine appelée en langue route mur-route, c'est-à-dire racine, et mur signifie la mère, donc une racine qu'ils utilisaient pour se préparer pour devenir mère, pour créer des enfants, avec laquelle elles préparaient en quelque sorte leur machine. Mur-route est appelé en langue vanne por-kana, por à avoir avec pornographie par exemple, et kana signifie poule. Por-kana, en français la carotte, et toute fille jouait avec une carotte, pouvant décider elle-même au cours de son évolution du moment où elle voulait enlever cette membrane, et se préparer ainsi, se rendre moite, se rendre humide tous les jours, de manière à garder sa machine en fonction, de manière à pouvoir créer, procréer des enfants le plus correctement possible. Bien. Asgård, Uudenmaa, Ringerike. Asgård est une cour semée d'arbres, appelée Trädgård, un jardin où chaque lignée de la famille a un chêne, ek, l'arbre généalogique, planté et vivant dans les forêts du jardin d'Uden, Hel, où vit le peuple As, As-Hel. À environ 70 km à l'ouest de Helstan se trouve Vin-e, signifiant île, Vin étant donc le sperme, Vin-e, où habite Pirouet, toute la famille. Et face à cette île, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, se trouve le deuxième centre actif, Tuna. Et à Tunastan est construit le château de Ra et Maya, Ra-se-puri, Ra-se-puri. Ra est le roi, en vanne appelé Sepu, île Marinen. C est le son de la lettre C représentant Ra et symbolisé par le croissant de lune. C signifie aussi voir. Pu, comme nous l'avons vu, signifie le bois, l'arbre, ici les chênes représentant les lignées de Vaanar, recréées par les rabbis à chaque génération. Ri ou re encore et encore, Ra, Se, Pu, Ri. Ce qui fait d'un Puri en vanne ou Bori en route un château, un centre de reproduction où est créée la race et non une machine de guerre. Ceci est donc la représentation du potentiel de château symbolisé par Ra-se-puri. Tout rabbi, avant de partir pour peupler
un pays anneau, une ringland, planter un arbre autour du château de Rasepuri dans la forêt de Tuna Tan, planter donc un chêne qui restait le symbole et qui poussait et grandissait aussi longtemps que la famille existait dans cette ringland, dans ce pays anneau, où n'importe lequel des membres pouvait se rendre à Udenma et s'occuper de cet arbre, l'élaguer un petit peu, ou éventuellement, si l'arbre commençait à être trop vieux, en prendre une pousse et le replanter à nouveau. Again and again, à nouveau. Un roc, un caillou, un gros roc, un rocher, est appelé kas en langue route. Et lorsque l'on construit une bâtisse sur ce roc, kas, d'où l'on parle, dit, transmet des informations, telles, on obtient un kas tel. Situé sur un énorme roc au milieu du lac Tuna, le long d'une rivière, Rasepuri Kastel ou Uden a la forme d'un fer à cheval fermé par un bâtiment et une immense tour appelée Ra Bel, dont le toit, dôme en forme d'oignon, légèrement surélevé, crée un effet amplificateur similaire à celui de la Grande Pagode en Chine. Lorsque Ra se tient au centre de la tour, sa voix est transportée à travers ce système amplificateur, Bell System, et les gens qui sont aux alentours peuvent écouter ce que Ra compte et en toute confiance suivre cette voix venant de la tour de Ra Bel. Rasepuri, à Tuna, est aussi un lieu témoin de l'appréciation du peuple pour le système pour pirouette à travers Ers et Mai, ou Seppo et Maya, le roi et la reine. Tout homme prend l'exemple de Ers et toute femme suit le modèle de Maya, et hommage leur est rendu de toute la planète. Partout sont façonnées des œuvres d'art, expression d'un don de la nature destiné à embellir le quotidien. En prenant le temps nécessaire et en mettant tout leur cœur, tous leurs sentiments dans cette création, ces artisans du beau peuvent obtenir un objet si joli, si bien fini, si plein de détails et de perfection que personne jamais ne voudra le détruire. Cet objet existe pour toujours. Ceci est le sens du mot esthétique. Et dans chaque anneau de chaque ringland, le plus beau des objets, le plus esthétique, est dédié à Ers et Mai. Ramené par les rabbis pour Tuna, fortune, les cadeaux ornent ce château en forme de fer à cheval, la cour appelée Hov, de Sa Majesté Ers Mai Estet. Ers Mai Estet est le mot route pour dire Sa Majesté ou Votre Majesté, et il contient les sons Ers, qui est Ra, Mai, Maya, et Estet, qui signifie esthétique. En van, on parle de Mai Esthéti, Maya esthétique. Ers et Mai sont Sa Majesté, représentant l'esthétique. Ainsi existe-t-il une expression de reconnaissance de tous les membres de la famille vers la branche aînée, Pirouette, une reconnaissance venant des lignes cousines, Vaner, vers les grands-parents, Aaser. De chaque pays anneau, à chaque génération, un cadeau donné, Yé signifiant donné en langue route, à la cour, Hov, des Aaser, représentés par le son A, une marque d'appréciation appelée Yehova, Yehovah, en français Jéhovah. Lorsqu'arrive la nouvelle génération de Ers et Mai, qui reçoit de même cette expression esthétique de sentiments respectueux, le château de Rasepuri est vidé des dons précédents. Ceux-ci sont amenés en grande pompe et cérémonieuse procession à une trentaine de kilomètres à l'est de Helstan, sur la côte, dans un lieu appelé Gumbu. Gum et Gumma, Ella, Akka, mère de tous, et Bu signifie le nid, le foyer, la base, en langue van appelée Pessa. Akan Pessa Gumbu est la base de grand-mère Svan, où avec ses 7 tar, ses 7 filles, Ku Tar et les Hexa,
qui sont Noïta, signifiant fée ou magicienne en langue vanne, créent des Tarinoïta, qui signifie histoire ou conte. Elle les enseigne aux Nar, qui portent leurs informations jusqu'au Vaanar. Elle discute autour du feu et elle prépare du Marla dans des pannes. Marla est le mot van pour sève, ou save en langue route, et sève est l'eau de vie des plantes. Selon la saga, tout ce qui vit possède une énergie naturelle et un pouvoir solaire appelé tout simplement Soul. Soul est concentré dans les feuilles. Contact entre le soleil et l'arbre, Soul est l'élément de base de la vie, et pour extraire Soul de l'arbre, ils ont créé Tis. À l'aide d'une pierre creuse, sous laquelle ils allument un feu. Ensuite, elles chauffent de l'eau dans le pot, pan, puis lorsque l'eau bout, prennent des feuilles collectées dans la nature d'arbres de fourrés et autres plantes de différentes saveurs, et elles les mettent dans l'eau et retirent un peu de bois du feu pour que l'eau cesse de bouillir. Puis elles laissent infuser 1 heure, pendant laquelle le marla passe des feuilles dans l'eau. Et enfin elles jettent les feuilles vides de marla et boivent le marla. C'est très bon pour le cerveau, c'est comme nous préparons du thé aujourd'hui, mais c'est bien meilleur lorsque les feuilles fraîches sont séchées par le soleil. Ainsi les strålar, les rayons du soleil qui créent toute vie sur la planète et ont créé ce marla, le renforcent à présent, renforcent ce marla contenu dans les feuilles. De les sécher électriquement par exemple détruit, tue le marla. Ils boivent donc, du tis, du thé, du tilleul, des litres de marla. Hommes et femmes consomment ainsi ce pouvoir soul. Les hommes font aussi leur anneau tous les jours, sauna soul moon, afin de préserver leur système et de renforcer le plasma par cette circulation de soul sans cesse régénérée dans leur constitution. On dit le sperme et on garde le contact avec Ouden en accord avec la version de père. Les femmes ont un système physique différent qui requiert principalement du marla, appelé sav en langue route, leur contact avec Dame Nature, développant intuition et compréhension, savent voir. Ainsi, Ella et les 7 Tar boivent des masses de save, S-A-V, dans de beaux vases, V-A-S, pour mieux savourer, tout en créant de jolies histoires ensemble à Gumbu. Gumbu, à Kanpesa, est un vaste terrain sur la côte. Il va de la plage appelée Gumbu Strand, ou en langue vanne Akan Pesan Ranta, à un val, Gumbu Dal, Akan Pesan Laakso, couvert de violettes, fleurs bleues et blanches, appelées aussi Pansé, pensée. Au milieu de cette vallée émerge une petite colline granitique, Gumbu Kulle, Akan Pesan Kukkula, où se trouve actuellement la maison de Yorbok. Ce val monte en pente douce jusqu'au mont Gumbu, appelé Gumbu Berjet ou Akan Pesan Vuori, derrière lequel se dresse le mont Sibu, Sibu Berjet, en langue vanne Kuupeli Vuori. Sibu. C est le son représenté par la lettre C, Shera, Sher signifiant couper pour partager, diviser pour multiplier, Shera est lié au système régi par Ra, Sepu, le premier fils qui est C. Le 12e fils, Bok, Lemminkainen, est Siitaya, le semeur, celui qui procrée, féconde, en langue vanne, Sitta. Bok représente le soleil, S, et de son I jaillissent les graines, Siemen, d'où vient l'ensemble des citoyens. Bok est Si. Si-Bu est le nid de Si, Bu étant le nid, comme Gumbu et Si-Bu. Bu, le nid de Si. À la place de Bok, la place de Lemminkainen, et à l'intérieur du mont Si-Bu se trouve le temple de Lemminkainen, lieu de cérémonie concernant la reproduction de Rus-et, lié à la fonction de Bok, Balder. Si-Bu Berjet est en langue finnoise, Van,
Kuupeli Vuori, le mont Kupeli. Kuupeli, Ku signifie le serpent, l'emblème du sexe de l'homme, et Peli signifie le jeu que l'on joue avec son pénis pour en extraire le sperme. Ici, tous les noms des différents lieux sont les dénominations géographiques actuelles. Entre Gumbu et Sibu se trouvent deux grandes pierres levées. La saga dit que la plus haute est Akka et Stupa, le précipice d'où Akka quitte la vie lorsque le temps est venu, et dont le corps tombe juste devant l'entrée du temple. L'autre pierre est un genre de dolmen actuellement à demi enterré appelé Stenklokkan, horloge solaire. Une route descend longeant Sibu et suivant le niveau du socle granitique jusqu'à l'entrée, la première salle, salle granitique, et une pièce ronde que l'on peut remplir d'eau, jouant ainsi le rôle de fermeture, Vatenlos. De cette salle partent un corridor pour le passage des gens encadré par deux couloirs pour le système de circulation d'air, aération conditionnée. Il débouche dans la salle de cérémonie, la coupole, sous le mont Sibu. De la coupole, un autre couloir part jusqu'à une salle. Là sont rangés, exposés, les objets esthétiques amenés de Rasepuri. À la génération suivante, le couloir est prolongé et une seconde chambre est creusée, emplie des cadeaux reçus par la seconde génération. À la génération d'après, ce couloir est encore un peu plus agrandi et une troisième pièce est taillée dans la masse granitique contenant les présents de cette période. À la quatrième, une salle de plus, et ainsi de suite à chaque génération, quelques mètres de plus dans la masse du socle granitique, une salle de plus, un peu de granit en moins, une autre salle. Et cette route intérieure, bordée de chambres emplies d'objets d'art, se déroule en spirale, partant de la coupole, s'enfonçant régulièrement en anneaux de plus en plus larges. La saga dit qu'il y a à peu près autant de chambres qu'il y a eu de générations pirouettes durant ce premier âge qui commence il y a la nuit des temps et s'achève par un événement exceptionnel, le premier Ragnarök. Il y a encore beaucoup à dire sur la vie en ces temps-là. Informations, calendrier des festivals, reproduction, vie quotidienne, dénominations géographiques et ethniques, cérémonies, rituels du départ de la vie, etc., qui feront, je pense, le sujet d'une autre cassette. Par besoin de concision, nous allons quitter cet âge où les humains étaient unis en une famille, une race, une langue pour une planète. Temps où les principales occupations étaient de procréer, recréer et préserver le langage, communiquer, discuter, parler et surtout écouter. Écoute pour l'entente, pour l'instruction, écoute pour apprendre une nouvelle, écoute pour aussi comprendre. Et de fêtes en rites, d'élections de Miss en full moon party, de cérémonies en festival, de représentations en carnaval, de festnos en fantasia, de rondes autour du Maypole en épreuves sportives, de circus en concert, la vie allait tranquille, dans le respect du sperme, buvant du marla et entretenant ce jardin qu'est la terre. Selon la saga, désert et jungle impénétrables n'existaient pas alors. L'homme s'occupait de la nature, et la nature pourvoyait aux besoins. Ce temps est très loin dans le passé, et il a duré bien plus longtemps que les deux âges suivants. Dans cette mythologie, saga de Bok, cet âge s'appelle Paradis et Pa est le pôle des Acer, là-haut, centre d'Udenma, Hell où tout a commencé. Ra est le premier fils de Bok, le roi créateur de la race. Dis et Di, qui signifie boire, téter, et S, le soleil, Soul, chose qu'il faisait tous les jours par le sperme et le marla, et Et, une branche du temps où le peuple était organisé en branches d'un même arbre. Paradis et, qui se termine donc par un événement exceptionnel appelé le premier Ragnarök.
Ok, l'histoire continue. Comme souligné dès la vidéo d'introduction, cette saga a comme fondement les sons du langage, qui en forment la matrice. Il est dit dans la saga que Frey, à 7 ans, a commencé à produire du sperme, s'est mis à pratiquer sauna solmu et a acquis la capacité du langage par l'Alfarnasbeten. Avec Freya, ils ont nommé toutes choses en eux et autour d'eux, et ainsi la langue route s'est déployée. Ce sont les sons qui racontent la saga, nous disait Ior. C'est un récit oral dans lequel chaque son est fixé, lié à des sens définis contenus dans les mots et phrases créés par leur association. Chacun des 29 sons de la langue route a une marque et une seule, apportant divers aspects du sens du son. C'est l'Alfarnasbeten. En ces temps-là, ce système alphabétique n'était pas divulgué. Seul Pirouette détenait la connaissance de l'Alfarnasbeten. La communication écrite se faisait à l'aide d'un système différent, avec des signes appelés runes, représentant des objets ou des concepts. Par exemple, on peut imaginer une marque en croix pour la notion de retrouvailles, 2 traits, une barre représentant le grand chêne, un autre caractère en rond pour l'idée de pleine lune, et l'on transmet le message « Rendez-vous sous le grand chêne à la pleine lune », par exemple. Et seuls des spécialistes, les runescrivare, maîtrisaient cette discipline du domaine de la communication et que l'on retrouve plus tard dans des cultures utilisant pictos ou idéogrammes et autres morphogrammes. Aujourd'hui, l'écriture est omniprésente mais a perdu tout sens originel. L'invention de l'écriture telle que nous la connaissons a confondu les sons et les marques, a brouillé les associations possibles entre les deux en créant par exemple différentes façons d'écrire un même son. Ainsi, en français, le son O s'écrit avec un rond, mais aussi avec AU, EAU, HAUT, HO. De même, le son E accent aigu peut être représenté par AI, ES, ET, EST, HAIE, HAIT, plus des E, des S, des X et autres lettres dites muettes qu'on peut accrocher à la fin du mot sans en changer le son. On aura toujours le même son O ou le même son E. Dans d'autres langues, d'autres formes d'écriture des sons, ce qui crée confusion, voire incompréhension. Par exemple, le nom d'une ville du sud-ouest de la Finlande s'écrit ainsi. Or, en finnois, la marque en forme de fer à cheval représente le son OU. Et donc en finnois, il prononce Turku. Je vais à Turku, j'habite à Turku. En langue route, le nom de cette même ville s'écrit ainsi. Mais le A avec une lune au sommet se dit O, et le O rond se dit OU. Et donc, en langue route, ils disent « au bout »,« au bout ». Les latinistes de jadis, eux, ont supprimé la lune sur le A, écrit et prononcé « abo »,« aboa »,« aboensis », qui n'a plus aucun lien avec le lieu, la ville, le nom et le sens originel de ce nom, composé du son « o », le A avec la lune, qui signifie « rivière », « cours d'eau », et bout qui, comme vous le savez maintenant, est le nid, le foyer. Voilà. Traduire une histoire créée dans une langue où les sons et les lettres, les représentants, sont étroitement liés, pose problème. Par méfiance envers l'écrit trompeur, il est préférable de l'éviter.
mais d'un autre côté, pour une meilleure compréhension de mots qui sont de langues inconnues, l'écrit est fort utile. Pour le confort du visionnage de cette vidéo, l'écrit est donc largement utilisé ici, principalement sous forme de traduction. Mais s'il apporte parfois quelques troubles, rappelons-nous que le son prime. Que l'on écrive C avec un C et un E ou avec un S et un E, le son prime et ensuite la marque amène une indication supplémentaire, une précision sur le sens de C ou C. Du point de vue de la saga, des associations de sons existent dans tous les langages, mais doivent être rapportées aux 3 langues d'origine, Root, Van, anglais, et confrontées à l'Alfarnasbeten pour déterminer la validité du sens induit par la combinaison des sons. La saga de Bok, c'est l'histoire de la famille Bok, et elle commence avec les 2 premiers humains sur la planète, Frey et Freya. Elle nous présente le tableau détaillé d'un monde peuplé de gens qui avaient des croyances, us et coutumes qui semblent fort lointains des nôtres. Les gens avaient une façon de vivre que l'on pourrait qualifier de mythologique, où le symbolisme et la réalité étaient étroitement tissés ensemble. Ils n'avaient pas besoin de longues explications sur le symbolisme, la spiritualité. Cela faisait partie de leur vie quotidienne et ça n'avait rien de mystérieux. Pour le peuple païen, l'univers n'était pas un lieu ténébreux, effrayant, mystique, mais plutôt le contraire. Un monde ordonné dans lequel ils avaient leur place et leur rôle, avec les lois de la nature pour les guider. Leur premier devoir dans ce monde était de procréer afin d'assurer une génération suivante aussi parfaite que possible, selon un critère élémentaire dans la nature. Qui fait des enfants avec qui? Qui fait des petits avec qui? La procréation et toute l'organisation autour de ce sujet était l'aspect le plus important durant l'âge de Paradis-Et. Et nous y reviendrons dans des vidéos dédiées à cette période, après cette série de résumés. Vu ma vélocité, ce sera pour le printemps prochain. Le fait est qu'une grande part de leur vie sociale, des structures bureaucratiques, de l'expression culturelle et de l'organisation spirituelle et cultuelle tournait autour de ce thème qui constitue leur premier devoir. Leur seconde responsabilité, c'était de laisser à la génération suivante, qu'ils avaient procréé, un monde aussi beau, sain et stable que celui qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres. Leur rôle était de prendre soin de plan et plan, un plan, un seul plan pour l'humanité. À part ces 2 responsabilités et pour le reste, le sens de leur présence sur Terre, c'était de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec nature, qui le leur rendait bien. Le climat était tropical sur toute la planète et ne connaissait pas les tempêtes, les ouragans, les typhons et autres catastrophes. Il pleuvait la nuit quand tous dormaient dans leurs abris. Ils n'avaient d'ailleurs pas besoin d'élaborer d'abris particuliers. Nature y pourvoyait, de même qu'ils n'avaient pas besoin de vêtements. Et s'ils mangeaient parfois des bananes, des papayes, c'était pour le fun, car ils vivaient essentiellement d'amour, tour et d'air frais, Ra. Ils n'avaient pas d'autre ambition et auraient pu continuer longtemps ainsi, si ce n'était l'arrivée d'événements qui ont tout chamboulé. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Bon.
aserna har 8 krafter som är hell bock i orden Ra, Tor, Frej, Freja, medan inlandsbefolkningen Vanerna har Sampo och Aino, Seppo, Ilmarinen, Maja, Lemminkäinen, Joutsen och det här Ukko och Akka.